La France de demain, dans ce nouveau rendez-vous, on ne s'interdit pas de réfléchir un tout petit peu. C'est ce qu'on va faire ce matin avec vous, Xavier Pavie. Bonjour. Bonjour Thomas. Et bienvenue. Vous êtes philosophe, professeur d'innovation responsable à l'ESSEC, directeur du Centre Imagination, directeur de programme au Collège international de philosophie. L'intelligence artificielle, elle suscite de formidables espoirs, gagner en temps, en productivité, mieux soigner. Mais elle suscite aussi des craintes terribles sur l'emploi, sur le rapport à la vérité, à la démocratie. Est-ce que le fait que l'innovation, finalement, qui nous inquiète, ce n'est pas nouveau, ça ne date pas du 21e siècle, au fond c'est assez humain. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, toute technologie est sujette à la crainte pour différentes raisons. Évidemment, comme vous le dites, perdre son travail. Historiquement, on sait qu'il y a les ludistes, vous savez, au 19e siècle, qui brisaient les machines, notamment les machines à tisser. Pourquoi on a cette situation ? Il faut rappeler que l'innovation, c'est innovare en latin, qui veut dire le changement à l'intérieur. Comme on l'utilise aussi en anglais, et puis novare, qui veut dire le changement à l'intérieur. Et la question qui se pose, c'est est-ce que l'on a envie ou pas d'être changé, d'être transformé à l'intérieur ? Puisqu'on doit être transformé, cela va nous inquiéter, on va se sentir un peu menacé. Donc c'est tout à fait normal, humain, et c'est pas nouveau. On compare souvent les nouvelles technologies à de simples outils, comme un marteau. Un marteau, on peut construire, mais on peut aussi faire mal. Est-ce que les technologies sont en soi bonnes, mauvaises, comme un outil ? Tout dépend de ce qu'on en fait. C'est intéressant que vous utilisiez le terme outil. Aristote disait que l'outil des outils, c'est la main. Et c'est l'homme qui va conduire cette technologie-là. Et c'est toujours important de garder en tête que, effectivement, c'est une main humaine qui va conduire ça. Et donc se pose ici, d'une certaine manière, la question de la responsabilité. Est-ce qu'elle porte sur la main de l'innovateur ou l'usager de l'innovation ? Et cela se pose évidemment pour la création d'innovation comme son utilisation. Autrement dit, on peut se poser la question, Thomas, en reformulant, nous pouvons dire, faut-il mettre les innovations dans toutes les mains ? Et justement, cette métaphore de l'outil, est-ce que finalement c'est pas une façon pour les ingénieurs, pour les concepteurs, les promoteurs de ces nouvelles technologies de se dégager de toute responsabilité ? En fait, de la même manière que l'on peut s'interroger sur l'innovation dans toutes les mains pour les usagers, qu'outre des ingénieurs. Ils ne peuvent clairement pas se dégager de toute responsabilité. Je vous donne un exemple. On ne peut pas demander à ma mère de 87 ans de connaître la nécessité d'utiliser des matériaux rares pour l'achat de son nouveau smartphone. Oui. Les ingénieurs, oui. Donc ils portent ce qu'on appelle une responsabilité première. Ça pose donc une autre question. Faut-il laisser aux ingénieurs, aux concepteurs, comme vous dites, la possibilité d'innover ? Ou alors, on peut le faire, mais avec une formation particulière. En fait, l'ingénieur, pendant longtemps, a été coincé entre deux aspects. La religion d'un côté et l'incapacité technique de l'autre. La religion a globalement disparu des paillasses des scientifiques, et d'un autre côté, on peut tout faire. Techniquement, globalement, on peut tout faire. La question donc repose sur est-ce que je fais oui ou non ? Ça, c'est l'ingénieur. Certains outils quand même sont assez encadrés. Une voiture, ça nécessite un permis de conduire. Un fusil de chasse, ça nécessite aussi un permis. Qu'est-ce qui définit le fait qu'on doit encadrer tel ou tel outil technologique ? Oui, ce point, François, est important. L'innovation vient toujours avant la loi. L'innovation vient toujours avant la loi. Vous avez tout un tas de choses qui existent et puis après on se dit qu'est-ce qu'il faut faire finalement ? Je vous donne des exemples. La GPA existe déjà. Les personnes peuvent aller à l'étranger pour pouvoir le faire. La question qui se pose, c'est que nous sommes muets par une sorte d'élan vital. C'est Bergson qui dit ça. On est muets par un élan vital et le fait que nous continuons d'avancer et la question demeure toujours comment est-ce que je dois me comporter ? C'est une question fondamentale. Il ne s'agit pas simplement de se mettre derrière la technique, mais aussi de se mettre en avant sur comment j'agis. Et sur ces questions de numérique, d'intelligence artificielle, on a souvent tendance à être manichéen sur les questions de liberté. On pense au méchant État chinois qui fait de la surveillance de masse et au gentil État français qui protège les libertés. Est-ce que ça a du sens ? C'est un peu facile quand on est français de le dire. Si nous étions chinois, est-ce que nous agirions de la même manière ? Comment on peut accepter ? Imaginons-nous chinois, mais également français. Comment peut-on nous imaginer qu'une entreprise privée américaine, je pense aux GAFAM par exemple, puisse accéder à toutes nos données et en faire à peu près ce qu'elle veut ? Eh bien, on peut se poser la question de manière différente. Est-ce que finalement l'État chinois ne protège pas ses habitants ? La question est fondamentale. Ça fait un peu peur quand même, dit comme ça. L'intelligence artificielle, elle pose tout de même des questions nouvelles par rapport à d'autres révolutions technologiques, en ce sens qu'on imagine que l'outil puisse dompter l'humain. On imagine, alors c'est des scénarios à la Matrix évidemment, mais l'intelligence artificielle qui prendrait la place de l'humain, qui le contrôlerait, qui voudrait le détruire. Vous avez raison, mais la question fondamentale, c'est comment est-ce que l'on veut survivre ? Vous savez, l'innovation, c'est innovare, c'est-à-dire que comme je l'ai dit, la notion de changer, se transformer, mais pourquoi ? Pour pouvoir survivre. Face à l'intelligence artificielle, la question que l'on doit se poser, c'est
quelle est globalement ma valeur ajoutée? Mais c'est valable par rapport à son propre voisin, c'est valable par rapport à son propre collègue. La question, c'est qu'est-ce que moi j'apporte de plus? Eh bien, effectivement, l'intelligence artificielle fait mieux des mathématiques que moi, elle a des algorithmes qu'elle peut mieux calculer que moi, elle est globalement une machine qui fabrique quelque chose, mais elle n'a pas quoi? Deux choses majeures. Un, la philosophie. Elle n'est pas capable d'avoir une réflexion philosophique. Jusque maintenant, elle est capable de compiler des données philosophiques. Elle est capable d'imiter une réflexion philosophique ou de faire un corpus philosophique. Absolument, de compiler, de synthétiser, mais c'est tout. D'autre part, elle n'est pas créative. Jusqu'à maintenant, elle est capable d'avoir une opinion sur ce qui a été créé, de combiner des créations qui ont déjà été faites, mais elle ne l'est pas. Pour reformuler, la question fondamentale aujourd'hui par rapport à l'intelligence artificielle, c'est comment pouvons-nous développer ces deux aspects? Un, la philosophie, deuxièmement, la créativité. Xavier Pavie, merci beaucoup. Je vais citer l'un de vos livres, L'innovation à l'épreuve de la philosophie aux presses universitaires de France. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin en direct dans La France de demain. Merci sur François. Radio Classique. Il est 6h19.